Donc, c'était une actu CH qui est apparue, mais c'était bien une actualité LNH qu'on voulait parler. C'est Je ça me qu'on. disais, bravo pour la transition. Ouais, c'est ça qu'on gère l'animation, la transition et tout le montage en même temps. Mais oui, bon, on veut parler des joueurs autonomes avec restriction, donc dont leur contrat se termine cette année et qui vont être re-signés par leurs équipes respectives. On a identifié 5 noms desquels on voulait parler. On va commencer par celui qui a peut-être le plus de chances de changer d'adresse d'ici la fin de l'année, qui est Patrick Laine, avec les Blue Jackets de Columbus. C'est un cas un peu particulier pour lui parce que, bon, on le sait, c'est un joueur un peu énigmatique. Cette année, il a une excellente saison. Il a été blessé en début d'année, mais là, produit un rythme de fou. Mais est-ce qu'il veut rester à Columbus? Est-ce que les Blue Jackets veulent le faire signer à long terme? C'est un peu une patate chaude pour eux. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec l'aîné d'ici la fin de l'année? Des fois, il y a des matchs qui ont l'air d'une grosse patate chaude Ouais. aussi. Vas-y donc, Pierre-Carl, je suis pas prêt, je pense. Ben, je pense qu'il va rester pour la OK. fin de la saison à Columbus. Mais un joueur comme Patrick Laine, moi, j'ai toujours aimé pour son côté marqueur. C'est sûr que c'est pas le gars qui va se donner corps et âme pour son équipe à tous les soirs. Mais un marqueur naturel en Ligue nationale, c'est souvent difficile à trouver. Puis lui, c'en est un. Il a tout un lancé. Donc, c'est tout un atout en avantage numérique. Donc, je pense qu'il va quitter à la fin de la présente saison. Avec qui, je ne sais pas, ça va dépendre de qui veut lui offrir un gros contrat parce que je pense que ça va coûter cher un joueur, un marqueur naturel comme Patrick Laine. Puis je pense qu'il va demander cher aussi également. Mm-hmm. Je sais pas s'il se rend compte. Je sais pas s'il se rend compte que s'il y avait la moitié du vouloir de Lekonen, il pourrait se comparer à Mario Lemieux, genre au niveau de la grosseur, de son tir, mais Colin, c'est ça. Il est tout le temps en train de l'air de tirer un autobus. Je sais, clairement, je pense pas que c'est le genre de joueur que tu veux dans une jeune équipe, mais tu peux pas l'avoir non plus dans une équipe plus vieille parce qu'il va occuper trop de place à la masse pour ce qu'il va apporter. C'est con, là, mais ce joueur-là, je le vois avec des coachs forts. Rob Brenamo. Je le verrais avec les Hurricanes. Je pourrais peut-être l'avoir avec le Canadien aussi. Martin Saint-Louis semble vraiment avoir ce style-là. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui vont être capables de tirer le maximum de l'année. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir la maturité aussi là, à travers ça. Puis il faut qu'il soit bien entouré. Je suis pas sûr que. Ouais, je dis ça. Foligno, c'était quand même un bon leader, mais c'est pas la chambre de Boston, là, Columbus. Remarque le Canadien non plus. Mais il faut vraiment qu'il soit très encadré, autant par le coach que par l'équipe. Ben même qu'à un certain point, quand il était à Winnipeg, ça fonctionnait. On s'entend quand Les même très premières bien saisons, produit on là-bas. fait quelque chose, ouais. Ouais, ben en fait, il a été là 3 ans, puis ces 3 années, ça a été quand même très bien. La troisième, un peu ralenti, mais ça reste que, 2 saisons, une saison de 40 buts, 2 saisons de 30 buts, ça reste, c'est un joueur quand même exceptionnel pour en commençant sa carrière comme ça. Oui, en plus, même avec son équipe présentement avec Columbus, oui, il est avec les meilleurs joueurs, mais on s'entend que de son équipe, mais on s'entend que c'est pas, il se retrouve, mais mettons, on rêve, là, mais avec l'Avalanche Colorado, c'est sûr qu'il va faire un 40 buts, je crois, par année, là, c'est tout un marqueur. Là. Ben déjà, en ce moment, c'est son à 22 buts en 38 matchs de son côté. Comme je le disais tantôt, a été blessé un peu. C'est une production de 42 points aussi en 38 matchs. Donc, tu sais, ça fonctionne du côté de l'aîné. Il est présent, il fonctionne bien. Reste à voir justement côté de l'attitude. J'ai l'impression, moi, de mon côté, que ça va être un joueur qui risque d'être transigé. Il ne faut pas oublier non plus que son salaire, le minimum qu'il peut obtenir en étant simplement qualifié, son offre qualificative, c'est 7,5 millions. Donc, déjà là, peu importe l'équipe qui va l'acquérir, c'est beaucoup d'argent sur la table en commençant. Puis ça, c'est pour 1 an. Par la suite, c'est tout dépendant si on veut le signer à long terme. Donc, c'est sûr, il y a quand même de la logistique à faire derrière une transaction comme ça. Puis il faut espérer que ça fonctionne. Ce n'est pas un coup de dé. Mais, c'est sûr qu'il y a encore le potentiel de changer. Puis il n'y a pas le physique de Hoffman, mais prenez Hoffman en meilleur. C'est ça, Bien meilleur. Bien meilleur. Donc, ni plus ni moins. Fait que, il est capable de compter 35-40 buts sans trop se forcer.
Fait que pourquoi il se forcerait? C'est plate, là, mais c'est un peu ça pareil. Il va gagner son 8 millions de toute manière. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Puis, les humains peuvent encore changer. Il est encore très jeune. Il a 23, je pense. 22, 23. 23, moi, je pense. Il était à 23 ans en ce moment. Ouais, bon, ben c'est ça. C'est quand même un jeune joueur. Je sais qu'il n'a pas eu une année facile. Je pense que son père est décédé. Possible. Il me semble qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est. Oui, son père est décédé. Un membre de sa famille, ouais. Donc c'est ça. Je sais qu'il n'y a pas eu une année facile. Moi, je pense que dans une bonne équipe, avec un coach, un excellent coach, je pense qu'il pourrait être un atout pour une équipe, c'est sûr. Il y a comme un minimum requis là, dans les autres phases de jeu avec la rondelle. S'il y a ce minimum-là, puis que après ça, sans être, il jouera jamais en désavantage numérique, là, c'est pas ça que je dis, mais s'il y a le minimum requis dans les autres phases de jeu, un peu ce qu'on va demander à Caulfield aussi, ce qui n'a pas encore atteint non plus Caulfield en passant, ben oui, effectivement, ça peut devenir un atout pour une équipe. C'est arrivé quand même quelques fois là, cette année qui est parti coast to coast, puis c'est un des rares joueurs de la Ligue nationale qui est capable de faire ça. Puis malgré sa grosseur, il a quand même un bon coup de patin. Là, il est vraiment impressionnant, ce joueur-là, honnêtement. Là. Tu le regardes, il est énorme, il patine vite, il a un tir. Mais c'est ça. Il manque un petit peu de. C'est une bébête à gérer, mettons, mais il y a des coachs qui adorent ça, il y a d'autres coachs que non. C'est ça. Ils tombent juste sur la bonne équipe avec beaucoup de leadership dans le genre. Le deuxième joueur de les 5 qu'on veut parler qui vont devenir joueurs autonomes avec restriction à la fin de l'année, c'est Matthew Tkachuk. De son côté, justement, on sait les Flames ne l'échangeront pas d'ici la fin de l'année. Ça, c'est pas une question. Là. Mais on a plusieurs contrats à signer cet été à Calgary. C'est un peu la dernière chance. On a Johnny Gaudreau aussi qui tombe, lui, joueur autonome sans compensation. Pour votre info, Matthew Tkachuk, c'est 7 millions cette année. C'est un contre-pont qu'on lui a offert de 3 ans. Je pense maintenant Calgary doit se dire on aurait voulu le signer à plus long terme à ce prix-là parce qu'il risque de demander beaucoup, là, j'imagine. Oui, ça risque d'être. Je pense qu'il va rester là, en fait, avec Calgary. Je pense que c'est Johnny Gaudreau de ce côté-là qu'on va perdre à la fin de la saison. On va espérer remporter les honneurs cette année, ou du moins se rendre le plus loin possible. Mais c'est sûr qu'on va en perdre. Je pense que ça va être Johnny Gaudreau. Puis, Matthew Tkachuk, ouais, je pense qu'il va demander un contrat de comme 8,5, 9 millions par année. Mais ça reste tout un joueur, tout un attaquant de puissance. Ici, on parle de Josh Anderson. Mais là-bas, Matthew Tkachuk, mais il est en meilleur. Puis qui fait plus de points, marque beaucoup de buts. Marque puis est efficace dans tous les aspects du jeu, plaque, défense et coéquipier. Donc, je pense qu'il va rester là parce que il va rester là comme un contrat de comme 7-8 ans. Là. C'est une version plus mature de son frère Brady. En gros, c'est exactement ça. On est à 65 points en 56 matchs cette année, pour lui, 27 buts. Donc, c'est une saison incroyable. C'est moins intangible que son frère, par exemple. Son frère, c'est un meilleur leader, mais il est meilleur partout ailleurs que son frère. Moi, je m'attends entre 9 et 10. Entre 9 et 9,5, je pense que ça va être son salaire annuel. Moi, justement, je pense que comme Pierre-Carl, c'est Gaudreau qui va être copié. Oui, il y a eu une super saison cette année, mais c'est assez en dents de scie. C'est pas le prototype de joueur que le nouveau coach veut, qui ressemble au reste de l'équipe. Et en plus, d'après moi, on va laisser partir Gaudreau, puis on va donner l'augmentation de salaire à Tkachuk, puis l'augmentation de salaire à Mangiapane en place. Moi, je pense que c'est ça là, qui va se produire chez Calgary. Oui, parce que Mangiapane, il va quand même demander moins cher. Même s'il va avoir une belle augmentation, ça reste quand même beaucoup moins que ce que Gaudreau va demander. Puis bon, évidemment. C'est moins de Gaudreau, puis c'est moins de Tkachuk, mais ça reste quand même qu'il va avoir une bonne augmentation, honnêtement. Puis de son côté, Tkachuk, évidemment, si on a un 8,5, 9 millions, on le sait, on a vu son frère, la famille Tkachuk est très, très difficile dans ses négociations. Donc, on peut s'attendre quand même à un beau salaire là, du côté de Matthew pour son prochain contrat. Mais reste que j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un été vraiment intéressant pour les Flames parce que on n'a pas été au sommet longtemps. Même, je dirais, on ne l'a pas été du tout parce que l'an passé, on a connu une saison difficile dans la division canadienne. Puis c'est cette année ou jamais. Donc, j'ai hâte de voir. Ça serait intéressant de voir si les sénateurs pourraient essayer de transiger pour. Il y a quand même eu quelques rumeurs en début de saison sur Tkachuk qui pouvait partir de Calgary. Même faire un offer sheet, peut-être. À 10 millions.
Puis là, ça va être un peu calvaire pour Calgary d'accoter ça. Ça m'étonnerait en même temps, mais... ce qu'on peut obtenir d'une offre à 10 millions, avec des choix de première ronde, tout ça, Calgary va peut-être être tenté à ce moment-là de les prendre puis de garder Godot. Ouais. Là, ça va être de la gymnastique, mais ça va être intéressant à suivre quand même de ce côté-là. On va y aller avec notre troisième et quatrième joueur, en fait, qui sont intimement liés. On parle d'un ancien du Canadien, en fait, comme on a l'habitude de parler. Oui, puis moi, c'est fini. Oui, puis moi, c'est fini. Donc, Jesperi Kotkaniemi et Martin Necas, qui sont les deux, en fait, à signer en Caroline. Les deux, leur contrat se termine. Du côté de Necas, c'est pas non plus un gros contrat, si on veut juste qualifier à tout le moins pour qu'il reste dans l'équipe et qu'on peut s'entendre avec lui plus tard. Mais du côté de Kotkaniemi, c'est quand même 6,1 millions à qualifier, à moins qu'on s'entende avec lui sur un plus petit salaire à plus long terme avant le début des joueurs autonomes. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans ce cas-là? Est-ce qu'on va quand même garder Kotkaniemi pour ne pas trop perdre la face avec la transaction qu'on a fait? En fait, la signature qu'on a faite l'an dernier. Remplacer une erreur par une erreur serait une erreur. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je le laisserais partir, honnêtement. Ou j'essaierais de le transiger. Pas de contrat, j'aurais pas grand-chose, mais pour moi, c'est une erreur de re-signer ce gars-là. Il est à 6-7 minutes. Il est à 1 point aux 3 matchs. Il y a le luxe de pouvoir demander beaucoup. Je pense que le mieux, mettons, Caroline pourrait faire, ce serait du 4,5 pendant 8 ans. Mais s'ils perdent, s'ils font ça, moi, honnêtement, je les laisserais partir puis je me concentrerais sur les bons joueurs signés, dont Nikis. Avec le Canadien, j'aurais beau jour de faire un offer sheet à Nikis aussi. Hein? 8.4 comme en haut. Mais il irait à ce point-là pour Nikis. Ah oui. Oh oui, ouais. Nikis, oh, oui. Je serais prêt à aller jusque-là pendant 8 ans. Puis honnêtement, s'ils font ça, ils peuvent même pas l'accoter. Ils seront pas capables. Donc, non, même cet été, on le sait, les Hurricanes ont laissé partir Dougie Hamilton parce qu'on ne pouvait pas le signer, mais on a signé Kotkaniemi à l'inverse. Il y a comme plein de décisions difficiles qui ont été prises cet été du côté de la Caroline. Mais c'est sûr que si Nikis reçoit un offer sheet, à moins que Nikis refuse et qu'il dit « Moi, je veux rester en Caroline », honnêtement, au-dessus de 7 millions, Caroline s'en sortiront pas, honnêtement. Là. En tout cas, il va falloir qu'ils fassent toute une gymnastique. Moi, justement, Kotkaniemi, ils sont obligés de le signer avant la fin de la saison. Idéalement, s'ils veulent le signer à rabais. Donc, moi, j'attends qu'ils signent Kotkaniemi à 4 millions. Fait que là, ça leur fait ça de moins l'année prochaine. Puis là, je fais un offer sheet à Nikis. Moi, ça serait ça, honnêtement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est du côté des Hurricanes en ce moment, Vincent Trocheck, son contrat se termine. C'est sûr, évidemment, l'idéal pour eux, c'est de le re-signer, mais j'ai l'impression que ça va être la décision qui va être prise. On va le laisser partir parce qu'on n'aura plus d'argent. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a des jeunes, exemple comme Seth Jarvis, qui cette année a éclos en Caroline, puis son contrat n'est pas à échéance prochainement. Sauf que si c'est un autre gros contrat à venir, si on s'engage avec Kotkaniemi à long terme, ben là, tu vas nuire pour toutes les décisions qui vont suivre dans les prochaines années. Là. Moi, Kotkaniemi, je le laisse partir. Trocheck, je le laisse partir parce que il va demander trop cher. Puis Nikis, normalement, c'est un joueur de centre. Là, je sais qu'il joue à l'aile, mais tu pourrais signer à peu près le prix de un peu moins, là, peut-être un 6-7 millions là, à long terme. Là. Ton côté, Pierre-Carl. C'est bye-bye. Ben, ça va être des décisions difficiles à prendre pour l'organisation parce que justement, comme tu disais, Seth Jarvis, qui joue cette saison, est très bon, puis il va vouloir prendre sa place. Puis c'est un autre gros contrat dans 2-3 ans. Donc, je pense qu'on pourrait... D'Angelo aussi. Ouais, je pense qu'on pourrait laisser partir Kotkaniemi pour signer Necas, mais je serais peut-être pas prêt à le voir signer un 7-8 millions tout de suite, là, parce que quand même, un 29 points en deux parties. Il y a du talent, là, ça c'est sûr, mais peut-être que je fais signer un contrat pont de comme 5 millions pour 2 ans, 5,5 millions, mettons, pour voir en fait à quel point il va évoluer pendant ces 2 prochaines années-là, à quel point il va s'établir comme un joueur de top 6, comment il va être influent par rapport au reste de ses coéquipiers. Mais je pense qu'il va quand même avoir une belle carrière. Sinon, Kotkaniemi, ouais, je pense que moi, je laisserais passer, mais en même temps, c'est tellement dur à prédire parce ils ont signé pour 1 an pour le prendre des Canadiens de Montréal. Ça serait spécial en même temps même pas 1 an après, ils laissent partir. Mais c'est sûr que présentement, ça ne va pas si bien que ça, parce qu'ils ne jouent pas beaucoup.
C'est vraiment des décisions difficiles pour Caroline. Dès qu'il a signé, en fait, l'année passée, on se le disait déjà, l'année prochaine, il va encore avoir la même décision à prendre. Fait que, même Ouais, un autre puis équipe, il faut qu'il signe quand même. Fait que, mais c'est ce qui est aussi intéressant, qui va être intéressant à suivre, parce que dans le cas de Kotkaniemi, il n'y a pas le beau jeu non plus, parce que non. si les Hurricanes n'acceptent pas de le signer à plus long terme pour un certain montant, ou tout simplement de lui offrir une offre qualificative de 6,1 millions comme il doit le recevoir, là, il doit tester le marché, puis je ne suis pas convaincu qu'il y a une équipe qui va être prête à lui offrir du 5, 6, 7 millions à long terme. Là. Il y a beaucoup trop de... Il n'y a pas assez produit, il y a beaucoup d'incertitudes dans son cas, donc dans son... Je sais qu'au début, l'objectif de Kotkaniemi, c'était de gagner les gros sous maintenant et de prouver que le Canadien le faisait si on veut attendre puis perdre son temps. Mais je pense qu'il va s'être fait avoir son propre jeu en ce moment. Là. Ça dépend vraiment de ce que Caroline font. Ouais. C'est sûr que si ça trouve comme libre comme l'air, l'UFA cette année, parce que Caroline fait non, on te laisse aller, il n'y aura jamais au-dessus de 3 millions. Là. Non, donc, ça va être à suivre, ça aussi, en fait, ces deux décisions-là et plusieurs autres, évidemment, à Caroline. Mais eux aussi, ils vont, en fait, cette année, un peu le tout pour le tout. Là, on veut encore gagner, puis on a la formation pour le faire. Sinon, notre dernier joueur qu'on a retenu, je vous dirais, il y avait Pierre-Luc Dubois aussi, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais qui était dans la transaction l'année. De son côté, on se doute, devrait signer à Winnipeg et s'est établi là-bas, connaît une bonne saison. Mais le cinquième joueur, c'est Victor Olofsson. Donc, le Suédois, en fait, est rendu âgé de 26 ans. Est arrivé un peu plus tardivement dans la Ligue nationale, a bien fait à Buffalo. Sa première saison était dans les meilleurs recrues de la Ligue nationale. Et bon, à un salaire de 3 millions, c'est quand même intéressant de lui offrir l'offre qualificative. Mais est-ce que lui va vouloir rester à Buffalo? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Olofsson pourrait partir d'ici l'an prochain? Ou même la date limite des transactions? Ouais, moi, je pense qu'il va partir l'an prochain. Victor Olofsson, moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé depuis qu'il est arrivé des dernières années. Là. Souvent dans mes poules de hockey où on a beaucoup de joueurs. C'est un joueur que je repêche en fin de ronde. Mais ouais, c'est un joueur, je pense qu'il va se trouver une nouvelle équipe. Je pense qu'il va vouloir un vent renouveau. Peut-être pas rester avec Buffalo à long terme. Il va vouloir aller voir ailleurs, voir mettons, dans une autre formation, même à 4 millions, c'est pas un joueur non plus qui fait 80 points par année. Donc, je pense qu'un 4 millions par année pour un bon joueur comme lui, quand même, c'est un choix de 7e ronde. En 2014, on parlait du repêchage de 2014. Ben, lui, c'en est un. Je pense qu'il est ressorti un peu plus tôt quand même, si on parle après coup. Là, mais, ouais, en fait, même si je ne me trompe pas, j'avais été regarder un peu la liste tantôt, puis du repêchage de 2014, il y a 5 choix de 7e ronde qui ont joué au moins 100 matchs dans la Ligue nationale. C'est quand même pas rien. Là, c'est des sélections tardives qui ont été payantes là, pour les équipes. Mais Olofsson, tu vois, c'est un joueur unidimensionnel. Sa bonne saison à Buffalo, il l'a fait en grosse majorité sur l'avantage numérique. Il y a tout c'est un peu dans le même modèle que Mike Hoffman. C'est pas capitaine rigueur nécessairement, mais il y a vraiment des atouts offensifs là, de Ligue nationale, ça c'est sûr. Buffalo, faut pas qu'il fasse l'erreur qu'ils ont faite avec Skinner avec lui. Ça, c'est sûr et certain. Je crois pas qu'on en est là non plus. Fait que, tu sais, ouais, moi, je pense que Olofsson pourrait être inclus dans un échange pour une équipe là, qui veut peut-être un peu plus un spécialiste pour venir ajouter un peu de punch à leur top 6 ou top 9. Là. Le Canadien pourrait être une destination, mais il y en a d'autres aussi. Détroit pourrait être une destination aussi. Des équipes là, justement que ça s'en vient, là, mais qui manquent certains atouts. C'est sûr, le Vrana il a été beaucoup blessé à Détroit là, cette année. Ça a fait mal au punch offensif, puis il se débrouille quand même très bien là, à cause d'un dénommé Lucas Raymond qui casse tout, et du défenseur Moritz Seider, c'est incroyable. Mais tu sais, ça pourrait être des équipes là, comme qui sont en reconstruction, mais avancée, qui pourraient s'intéresser justement à un joueur comme ça. Je vois pas une équipe qui est bien bâtie. Ils n'ont pas besoin de ce type de joueur-là nécessairement. Ça va être, je pense que c'est une équipe qui est en transition plus qu'en reconstruction, disons. Avec les Sénateurs, je pense que ça pourrait être intéressant également. C'est une équipe qui est proche, qui a besoin de joueurs offensifs, qui ne sera pas trop cher non plus, là, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs à signer là, éventuellement, mais
joueur qui ne coûterait pas trop cher. Ouais, même Anaheim, peut-être aussi. Vous voyez, de mon côté, moi, j'ai l'impression que si Olofsson à partir de Buffalo, ça va être à la date limite parce que sinon, les Sabres aussi, c'est une équipe qui a pas, si on veut, bon, de beaucoup de profondeur, ça évidemment, mais qui ne vise pas la coupe maintenant, mais que c'est un bon joueur offensif qui peut amener un certain nombre de buts par saison. Donc, c'est sûr que le fait qu'il est agent libre avec restriction, les Sabres peuvent simplement poser l'étiquette de l'offre qualificative et à ce moment-là, on conserve ses services puis on verra ce qui en advient par la suite. Mais j'ai l'impression que s'il a bougé, c'est d'ici la date limite pour une équipe qui voudrait avoir un peu plus de profondeur pour les séries à ce moment-là. Mais pour vrai, les Sabres commencent à être intéressants. Power, là, il joue l'année prochaine, puis ça a déjà un défenseur d'impact. Ils ont Dallin déjà. Et un autre choix qui va s'ajouter cette année aussi. Pardon? Un autre joueur qui va s'ajouter cette année aussi en tant que premier choix. Ben, un des premiers choix. Oui. Fait que, tu sais, t'as un one-two punch à la défense quand même assez solide. Puis là, avec Tuck, ils sont débarrassés de ça, justement, peut-être qu'ils nuisaient un peu au vestiaire. Puis Tuck, c'est un leader. Tu sais, on a vu cette année, là, tu sais, Posso, il a ressuscité un peu. Skinner a une meilleure saison. Tu sais, donc, il y a quand même tu sais, évidemment, là, ils sont en bas de classement, mais ça reste quand même que ça a l'air beaucoup moins moribond que ça l'était. Tu sais, il y a plusieurs jeunes joueurs qui ont éclos, Tage Thompson. Tu sais, je pense que l'ancienne garde était peut-être plus lourde pour eux, là, tu sais, les Ristolainen, les Reinhardt aussi, peut-être, qui aidaient pas, même s'ils sont bourrés de talent. Eichel, évidemment, Eichel, tu vois, ça fonctionne pas tellement à Vegas. Lui, personnellement, il fonctionne quand même correct pour un gars qui a pas joué pendant un an, mais il fait pas fonctionner l'équipe. Donc, c'est toujours ça.